Bonjour à tous. Je remercie chaleureusement Martine, Evelyne et toute l'équipe de bénévoles d'avoir eu la bonne idée d'organiser ces 2 journées et d'avoir eu la peut-être moins bonne idée de m'inviter, mais ça, on jugera après. Et je suis d'autant plus heureuse d'ouvrir ces 2 journées, de les ouvrir sous le signe d'un titre si intéressant, Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience. Car ce titre, en fait, on peut le comprendre de plusieurs manières, et je crois que c'est ce qui a guidé avec tant d'intelligence ce choix. Je suis philosophe, et donc je suis héritière de philosophes qui ont essayé de penser les rapports que nous pouvons avoir avec ceux qui ne sont plus. Et je pense particulièrement ici au philosophe américain de la fin du 19e, début du 20e, William James, qui voyait dans le talent des médiums et dans les talents que nous pouvons parfois nous-mêmes avoir de sentir autre chose, d'imaginer qu'il y a autre chose que ce qui nous est immédiatement donné, eh bien James, il voyait une voie magnifique pour explorer cette chose que nous connaissons si mal, dont nous connaissons encore si peu, dont nous ne savons pas de quoi elle est capable et que nous nommons conscience ou esprit. Le philosophe Spinoza disait que nul ne sait ce que peut encore. Je crois que James, quelques 200-250 ans plus tard, lui répondrait « Nul ne sait ce que peut notre cerveau. Nous ne savons pas grand-chose et certaines expériences pourraient nous faire découvrir des possibilités qui excèdent notre expérience banale. » Alors, sans préjuger de ces possibilités et de ce qu'elles signifient, James faisait l'hypothèse que notre conscience aurait des facultés dormantes et que celle-ci, cette conscience, ces facultés dormantes de cette conscience pourraient, dans certaines circonstances, s'éveiller. Dans une conférence donnée en 1894, à propos des expériences qu'il avait menées avec une célèbre médium, Eleanor Piper, il insistait sur le fait que certains faits ne pouvaient pas recevoir de théorie et que nous devions juste les récolter en attendant de les comprendre et surtout ne pas faire, comme le faisaient nombre de scientifiques, les nier sous prétexte qu'aucune théorie ne pouvait les accueillir. En bref, ce que voulait James, ce qui est en jeu, avec la prise en compte de ces expériences, c'est de redonner, et je le cite ici, à l'existence les enjeux dramatiques de la vie que le scientisme avait évacués. Alors ce serait quoi ces enjeux dramatiques de la vie, ces enjeux dramatiques de l'existence ? Eh bien, rendre les enjeux dramatiques à la vie, c'est s'engager dans ce qu'elle a de plus vivant, et de ce fait le plus étrange parfois, de plus incompréhensible, et qui fait notre vie et notre monde. Il s'agit, pour James, de redonner plein droit à toutes nos expériences, car ce sont elles qui importent, aussi bizarres soient-elles, aussi en attente de théorie puissent-elles être. Ce sont ces expériences, rebelles à la science actuelle comme à beaucoup d'explications, comme le dirait encore James, qui constituent l'étoffe dramatique de la vie. Dès lors, le terme invisible, qui figurait dans le titre, prend encore un autre sens, ou plus précisément, peut qualifier d'autre chose. Car les dimensions invisibles de la conscience pourraient leur désigner des dimensions invisibles sur lesquelles les consciences auraient une sorte de prise, ce qui fait encore un autre enjeu dramatique de la vie. Ce sont des invisibles dont la conscience perçoit la sensation, l'intuition, la présence parfois. Alors si James, comme je l'évoquais, faisait l'hypothèse que notre conscience aurait des facultés dormantes, il y aurait toujours, selon lui, des sortes de, c'est son terme, fissures dans la conscience, des fissures dans lesquelles d'autres consciences pourraient venir s'abriter. C'est quelque chose de très proche de ce que l'anthropologue américaine contemporaine Tanya Luhrmann nommera d'un très joli terme. Il s'agirait de la porosité de l'esprit, du fait que notre esprit parfois pourrait accueillir d'autres formes de conscience qui lui sont extérieures. Voilà donc ce que James appellerait une expérience dramatique. Dramatique non pas au sens où elle serait tragique, mais au sens d'un récit dramatique, c'est-à-dire un récit pleinement vécu, mobilisateur, avec ses émotions, ses rebondissements, avec ses expériences qui nous déroutent, qui nous passionnent aussi. Oui, nos vies peuvent être dramatiques, et oui, parce qu'elles sont parfois très tristes, mais oui également parce qu'elles ne cessent de nous surprendre quand nous décidons de ne rien rejeter de ce dont nous faisons l'expérience. Quand nous décidons d'accueillir ce dont nous faisons l'expérience, même si cela va totalement à l'encontre de ce que nous avons appris à penser qu'il était normal de faire l'expérience.
Et ce sont ces expériences qui m'ont intéressée au cours de la longue enquête que j'ai menée depuis septembre 2007, lorsque j'ai entrepris de récolter des récits de personnes qui avaient décidé, alors c'est peut-être un peu vite dit, ou qui n'avaient pas décidé, parce que parfois ces choses ne relèvent pas de décision, ou en tout cas pas de décision délibérée de notre part, donc qui avaient décidé ou pas décidé de continuer à entretenir des relations avec leurs défunts. Mais avant d'en venir à ces expériences, je voudrais vous préciser la manière dont j'ai décidé de les entendre. Ce qui précède a déjà annoncé la couleur, je crois. En fait, si je devais le dire en deux mots exactement, qui qualifieraient la manière dont j'ai décidé d'entendre ces récits, j'utiliserais ceux que l'ethnologue Christine Berger avait elle-même forgés à propos de son enquête chez les médiums de Lyon il y a une trentaine à peu près d'années d'ici. Et c'est lorsqu'elle écoutait des récits de spirites à Lyon, qu'elle était confrontée à des expériences qui la laissaient très perplexe, des expériences qui débordaient largement la rationalité à laquelle elle était habituée, des expériences qui ébranlent ce qu'on croit savoir de la réalité. Elle dit, eh bien pourquoi pas? Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit moins encore d'expliquer. Il s'agit d'assumer que là on ne sait pas, et qu'on va accueillir, si c'est possible, des enjeux possiblement dramatiques avec ce pourquoi pas. Écouter des récits, essayer de sentir les puissances qu'ils mobilisent ou les puissances qui les mobilisent, essayer de saisir leur intelligence propre et saisir également la perplexité de ceux à qui ces expériences adviennent et surtout de montrer l'intelligence que très souvent cette perplexité va susciter. Car les personnes qui m'ont raconté des récits présentent tous pratiquement une caractéristique commune. Elles ont essayé d'être à la hauteur de l'événement qui leur arrivait. Elles ont toutes essayé, avec une intelligence remarquable, d'être à la hauteur non seulement de l'événement tragique de la perte, mais également à la hauteur de l'expérience bouleversante de sentir ou de vivre l'expérience d'une certaine forme de présence ou de l'expérience non moins bouleversante de sentir que celui qui est parti attendait d'elle quelque chose, une suite à donner, une vie à prolonger, des choses à faire. Mais pour mieux préciser la prise que je souhaite offrir à ces expériences, rien ne vaut d'être un peu concret, et je vais vous relater pour ce faire une initiative que je trouve remarquable en termes d'imagination, de tact, de politesse, tant à l'égard des vivants que des défunts, et surtout une initiative qui peut montrer comment on peut laisser les questions ouvertes, le pourquoi pas, comment on peut honorer les enjeux dramatiques de l'existence. Et puisque ce sont des histoires qui, à présent, vont me guider, je vais commencer par présenter ma prise sur les événements par une histoire, l'histoire de cette initiative, mais une petite histoire qui est arrivée au sein de cette initiative. Le corps de Lars, un musicien, est étendu sur son lit. Près de lui, son épouse Petra. Avec elle, une sage-femme des morts, Heidi. D'autres personnes circulent dans la maison, dont Alexa Agerty, une anthropologue qui nous raconte cette histoire. On parle doucement, entre soi et avec lui. La bouche de Lars est grande ouverte et elle l'est depuis qu'il est mort, il y a quelques heures. Elle rappelle sa maladie et son agonie. Lars était en détresse respiratoire. L'épouse et la sage-femme s'efforcent de lui fermer la bouche, mais en vain, le foulard ne tient pas. Elles se découragent. Elles vont sortir un moment de la chambre pour se changer les idées et elles sont interpellées par d'autres personnes. Puis, quand elles reviennent, Lars a la bouche fermée et il sourit. Petra, Heidi sont toutes les deux d'accord. C'est un signe qu'il leur laisse. Il ne souffre plus et il est en paix à présent. Alexis Agerty étudie l'anthropologie contemporaine. Son mémoire de maîtrise a porté sur de nouvelles pratiques qui ont émergé aux États-Unis ces 10 dernières années, ou peut-être un peu plus maintenant, les home funerals, les funérailles à domicile. Alors, les funérailles à domicile relèvent donc d'une initiative de quelques personnes qui se sont collectivement mobilisées pour résister et pour dénoncer la manière dont sont traités les corps des défunts, à leur commercialisation, au traitement par les pompes funèbres, à l'exclusion des proches, à la violence imposée au corps par les produits chimiques et les techniques d'embaumement. Et ces collectifs ont décidé de réapprendre à prendre soin des morts et à partager leur expertise. Les conseillères ainsi formées se chargent de résoudre les problèmes administratifs et légaux
d'aider la famille à prendre soin du corps et de contrôler sa décomposition et d'organiser des veillées autour du défunt. Ce sont, et elles se nomment elles-mêmes, des sages-femmes des morts. Ces veillées autour des morts font l'objet de toute leur attention. Les corps morts ne sont plus des objets inertes, mais conservent un statut de personne. Il faut continuer, disent-elles, à leur parler, avec amour, doucement, en choisissant les mots avec soin, car, disent les sages-femmes, si nous devons nous habituer à les voir partir, les défunts eux-mêmes, et je pense que Stéphane Alix nous a bien parlé de cette question, de savoir quand les morts sont morts, est-ce qu'ils savent qu'ils sont morts? Eh bien, les sages-femmes des morts partent du principe que non, il faut s'habituer à partir et que nous devons les aider à s'y habituer. La mort ne s'inscrit plus dans la temporalité médico-scientifique. Elle n'est plus ce qui advient à un moment déterminé, surtout déterminé par les médecins. Elle devient un processus long dans lequel ce qu'on appelle l'agentivité de la personne, la puissance d'agir, la possibilité d'être actif, reste, comme le dit Algerti, vibrante. Et notamment parce que les communications restent possibles. Et c'est bien comme ça qu'est compris le sourire de Lars. Le musicien, c'est un signe. Mais qu'est-ce qui fait un signe? Un signe, c'est toujours le produit d'une connexion, une liaison active entre des êtres et des choses. Mais dans ce contexte, il prend un sens particulier. Un signe est le produit d'une conspiration d'événements. Il n'est pas défini par son origine, qui peut rester indéterminée, ou dans la détermination n'offre aucune garantie, mais il demande en tout cas un destinataire. Il n'y a pas de signe qui ne soit adressé. Et il sollicite aussi un interprète, ou plus justement, il interpelle ce destinataire. Ce qui veut dire que l'interprète n'est pas tenu d'interpréter, juste de prendre acte et éventuellement de répondre au signe. Le signe donc traduit autant qu'il active la vitalité des relations entre les vivants et les morts. Donc la sage-femme et Petra sont d'accord sur le fait que le sourire de Lars est un signe. Il réconforte sa femme et sa famille. Le dire comme ça, c'est prêter attention aux effets, ou plus précisément, c'est prendre soin des événements dans leurs effets. Alors on n'est pas obligé d'aller plus loin. Ce « il réconforte », c'est qui? C'est quoi? On n'est pas obligé de continuer, mais on pourrait si on le souhaitait. On pourrait suggérer, par exemple, que Lars, en souriant, a donné un signe à ses proches. Et ceux qui cultivent la pratique des funérailles à domicile l'accepteraient sans problème, ou même le suggéreraient, du fait qu'elles pensent, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, que la mort n'interrompt pas le processus de la vie. Les cellules continuent pendant quelque temps d'échanger, les cheveux de pousser, le corps de se transformer. Donc les sages-femmes des morts partagent la conviction que la mort n'est donc pas une affaire de tout ou rien. Le cœur peut avoir cessé de battre, mais il y a toujours quelqu'un, une forme de présence, quoique sans doute affaiblie. Elles font l'hypothèse que les morts continuent à comprendre et même à répondre aux mots des vivants et que la question du souci donc n'est pas du seul ressort des vivants. Le mort peut répondre au moyen d'expression faciale, d'odeur parfois, ou encore au travers des signes de la nature ou de l'environnement immédiat. Il peut encore parler à ceux qui restent au travers de souvenirs ou des pensées qui adviennent en sa présence et dont les gens ont l'impression que ce ne sont pas exactement leurs propres pensées. Ce sont des signes et, comme tels, ils restent ouverts à la possibilité d'être compris autrement. Lars sourit pour réconforter sa famille et la sage-femme, donc, comme la veuve, l'interprète de cette manière. Mais la sage-femme va ajouter quelque chose. Elle va dire qu'il arrive que la mort puisse modifier la musculature du visage de telle sorte à produire un sourire post-mortem. Or, constate Algerti, une explication n'empêche pas l'autre. La sage-femme ajoute une possibilité, non pas sur le mode du ou bien il vous fait signe, ou bien c'est la biologie qui peut tout expliquer, mais sur le mode de celui et encore, dans le registre grammatical très précieux des conjonctions et. Si les morts doivent envoyer des signes, pourquoi d'ailleurs ne le feraient-ils pas en empruntant les voies de la biologie? Cette coexistence délibérée de deux hypothèses, dont l'une n'exclut pas l'autre, requiert un certain type d'engagement épistémologique, c'est-à-dire ce que les funérailles à domicile appellent le seuil. Le seuil, c'est l'espace au sein duquel le sourire d'un homme mort est à la fois un mouvement des muscles et une communication supranaturelle.
un espace au sein duquel le corps est à la fois biologique et sacré, objet et sujet, désenchanté et enchanté, inerte et offrant son souci pour les vivants. Les ou bien disjonctifs et polémiques des conceptions privilégiées par la science sont donc soigneusement remplacés par des et ce sont ces et qui contestent en fait l'épistémologie médicale. Car au contraire de cette dernière, de l'épistémologie médicale, de la manière dont les médecins en général appréhendent ce genre de phénomène, le dispositif des funérailles à domicile considère que chaque version, chaque histoire, chaque hypothèse ajoute à la situation plutôt qu'elle n'oblige à soustraire une autre, à s'y substituer. Le fait que le sourire puisse être un phénomène naturel n'empêche pas que Lars puisse vouloir réconforter sa famille. Ce ne sont pas des hypothèses qu'on appellerait celles de l'enchantement, qui contestent l'épistémologie médicale, c'est plutôt l'affirmation qu'il y a possibilité de coexistence de plusieurs hypothèses possibles. Le « et » introduit en fait une contestation non polémique. Ce n'est pas « vous dites que, nous disons que », c'est « vous dites que et nous ajoutons que ». Il y a toujours autre chose. C'est un engagement dans la mesure où il transforme des manières de penser et de sentir. Il implique une manière de se mettre en rapport avec les êtres et avec les choses et avec les expériences qu'on a, très semblable à ce que l'anthropologue contemporaine Tanya Luhrmann a appelé dans son propre travail sur la spiritualité la porosité de l'esprit. Être ouvert et sensible autrement et à d'autres choses. Comprendre le sourire de Lars comme un acte intentionnel, accueillir certains événements comme des signes, c'est-à-dire comme les indices d'une intention, d'une organisation d'événements par une pensée, témoigne d'une compétence semblable à la porosité de l'esprit, parce qu'elle implique d'imaginer qu'il y a de la pensée ailleurs que dans nos têtes. Il y a un sapence dans le monde des événements. Ce serait la première dimension des signes, car le sourire de Lars est bien ce qui relève des signes. Ils traduisent une distribution différente des intentions et une mise au travail de la pensée. De ce fait, ils mettent en effet la pensée au travail. Et quand je dis imaginer qu'il y a de la pensée ailleurs que dans nos têtes, je donne en fait un contenu particulier à l'imagination. C'est pas se représenter quelque chose qui n'existe pas, mais c'est se représenter quelque chose auquel on ne peut avoir accès que par l'imagination, ce que d'autres ont appelé l'imaginal. Quelque chose dont on ne sait pas avec certitude si ça existe, mais dont on sait avec certitude que si on ne l'imagine pas, on n'aura pas accès à cette chose. Et de fait, avec cette chose, on fait comme si, en agissant comme si cela existe, on aura une chance d'en sortir les effets et la présence. Et c'est ainsi d'ailleurs que fonctionnent les signes. On agit avec eux comme si, de fait, ils signifiaient, ce qui leur permet à eux de manifester leur signification. Alexa Agherty raconte que dans les 3 jours de veille autour du corps de Carole, plusieurs personnes virent une araignée. La première araignée apparut dans la nuit, tard, alors que la sage-femme venait de terminer les soins au corps. Elle la remarqua à nouveau qui se tenait sur le perron alors qu'elle quittait la maison. L'animal revint encore plusieurs fois, jusqu'à ce que l'enterrement l'on vit, lors de la descente du cercueil, une énorme araignée le suivre au même rythme, suspendue à un fil invisible. Alexa Agherty écrit « L'énoncé « Carole était une araignée » nous enchevêtre tous, dans une toile de signification. Carole était une araignée peut être compris comme un énoncé de fait ou comme une métaphore, ou les deux, l'une ou l'autre, ou les deux. C'est moi qui parle. Osciller, vaciller, amorcer des élans à partir d'un point d'équilibre qui se crée dans le mouvement et qui vous tient. Est-ce une métaphore ? Carole était-elle réellement une araignée ? Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que c'est un signe ? Vaciller, osciller, walk the line, disent les Anglais. Alors la porosité de l'esprit dont je vous parlais, qui permet de sentir une présence, d'accueillir des intentions qui ne sont pas nécessairement les vôtres, de lire des signes dans les événements, cette capacité en fait n'est pas donnée à tout le monde. On peut la cultiver. Et il y a des événements qui peuvent la favoriser, comme l'événement de perdre quelqu'un, cet événement qui vous retourne tout l'être, qui brouille tous les repères et surtout
qui vous mène à reconfigurer tout autrement ce qu'on appelle communément réalité. Parce que ce qui arrive dépasse la réalité, crée une sorte de tsunami dans la réalité. Et je crois, rend disponible à d'autres façons de sentir, il y a une faille qui se crée, ou plus précisément, comme le dirait William James, des fissures de la conscience et de la sensibilité qui s'ouvrent plus encore sous l'effet de l'événement. C'est pourquoi, je le dis en passant, je ne suis pas clinicienne, et il est fort possible qu'on entende parler de ce genre de choses ici, pendant les 2 jours qui vont suivre. Je me dis parfois que le fait de nommer ces failles traumatismes et de les considérer comme quelque chose qui serait nécessairement à guérir, barre peut-être la route à d'autres manières de vivre avec ces failles, d'autres façons de les penser. Considérer ces failles comme des blessures mal fermées nous empêcherait peut-être de les accueillir comme quelque chose justement d'ouvert, comme une forme de disponibilité, certes très douloureuse, mais qui pourrait s'avérer être une nouvelle manière de la conscience d'être en rapport avec le monde et avec d'autres dimensions de ce monde. Alors je disais que cette porosité pouvait être cultivée, c'est d'ailleurs ce qui constitue l'objet de la recherche de l'anthropologue Tania Luhrmann dont je vous parlais. Comment est-ce qu'on acquiert cette porosité? Elle va l'étudier, comment les gens prient, par exemple, pour l'acquérir. Et c'est dans ce sens également, puisqu'on vient de parler du film à propos du chamanisme, de l'enquête qu'a menée Charles Stepanov chez les chamans de Sibérie, dans son beau livre « Voyager dans l'invisible », on y revient encore, en montrant par exemple l'importance cruciale d'une culture de l'imagination chez ceux qui connaissent et pratiquent le chamanisme. Et cela se cultive également chez certaines personnes qui ont perdu quelqu'un. Ainsi, Patricia, qui est d'ailleurs une des sages-femmes des morts, et qui a été interrogée par Alexa Agerty, continue de parler avec sa fille défunte, presque tous les jours, depuis 13 ans. Sa fille, non seulement aurait presque 20 ans aujourd'hui, mais je ne peux pas dire aurait presque 20 ans aujourd'hui, parce qu'elle a presque 20 ans aujourd'hui, puisque depuis 13 ans, elle répond à sa mère, et de ce fait, elle rend sensible le fait qu'elle a continué à grandir. Et lorsqu'Alexa Agerty demande à la maman comment elle a appris à communiquer avec sa fille, Patricia lui répond « Nous avons appris ensemble ». Elle a appris des techniques. Le meilleur moment pour essayer, dit Patricia, c'est juste avant de dormir et juste après le réveil, car, dit-elle, le voile est fin à ces moments-là et ce sont les meilleurs moments pour entrer en connexion avec le monde des invisibles. À certains moments, dit-elle encore, vous donnez de l'énergie aux morts. À d'autres, ce sont eux qui vous en donnent, et ça s'apprend et ça se cultive. Patricia conclut, et c'est magnifique, l'acte de donner crée la connexion pour recevoir. Il n'y a pas de précédence qui puisse s'imposer. C'est un agencement d'actes qui transforme les êtres en présence. Une fille qui fait de sa mère une mère de fille de presque 20 ans, une mère qui aide sa fille à grandir. Il y a des techniques. La maman a appris à se faire aider par sa fille et avec elle, elle retisse sans fin la toile de la vie. C'est pas donné, cela s'apprend, cela se cultive, souvent dans le secret, vous le savez, car ces expériences, et nombre d'entre vous plutôt le savent, suscitent pas mal de malentendus. Parler avec les morts. Parler avec les morts. Un très grand nombre de personnes m'ont raconté qu'elles le faisaient. Et il y a quantité de façons de parler. Ça peut se faire dans les rêves, qui sont des sites privilégiés de conversation, à condition de les sortir du savoir, du régime des savoirs psychologiques, et de ne pas les interpréter, mais de chercher à savoir ce qu'ils nous demandent, en quoi ils nous mobilisent, et ce que les rêves attendent de nous. Un rêve qui se rencontre dans de nombreuses cultures. Jean-Marie Lemaire, le psychiatre Jean-Marie Lemaire me l'a raconté, l'avoir entendu en Algérie. Pierre-Olivier Dittmar, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, m'a dit qu'il avait lu dans des textes du Moyen-Âge, mais en présence le rêveur, dans une scène avec un proche disparu. Dans le premier, celui de l'Algérie, une fille voyait sa mère ployer douloureusement sous le fardeau de 2 urnes. Dans le second, il s'agit d'un fils qui apparaît à sa mère, donc au Moyen-Âge. Il est dans un groupe d'hommes, il marche très lentement et reste en arrière. Dans l'un comme dans l'autre rêve, les rêveurs vont s'inquiéter. Quelle est cette charge aussi lourde, dira la fille à sa mère en Algérie. Pourquoi restes-tu en arrière, dira la mère du Moyen-Âge à son fils. La réponse est la même. La mère tend les urnes, le fils ouvre sa cape et montre une poche remplie d'eau. C'est parce que je dois porter ces larmes, ce sont les tiennes. L'amie d'une de mes étudiantes en psychologie, Aïssa, a perdu son frère aîné le 25 janvier 2010 dans un crash aérien de la compagnie Ethiopian Airlines au Liban,
qu'être 5 minutes après le décollage. La nouvelle fut écrasante pour elle. Il était non seulement son frère, mais aussi son meilleur ami. Quelque temps après, une dame que personne de la famille ni parmi les amis ne connaissait est venue et a demandé à parler à Aïssa et à sa mère. Elle leur a expliqué que depuis quelque temps, elle ne cessait de faire le même rêve. Un jeune homme aux yeux verts essayait d'avancer, mais n'y parvenait pas. Il avait 2 grosses pierres liées à chacune de ses chevilles. Il la regardait d'un air triste et lui demandait d'aller voir sa sœur et sa mère pour leur demander de cesser de pleurer, car plus elle pleurait, plus les pierres s'alourdissaient, et à cause de ce poids, ils n'arrivaient pas à s'envoler pour accéder au paradis. La dame leur a expliqué qu'elle avait eu du mal à les trouver, car elle ignorait, elle ne connaissait pas ce jeune homme. Et jusqu'à ce que par hasard, elle tombe sur la page Facebook, qui était une page mémorielle qui avait été créée par les proches des victimes du crash aérien. Et ils avaient posté des photos de leurs disparus. Elle reconnaît indirectement le garçon du rêve sur l'une des photos, contacte l'auteur du téléchargement afin d'obtenir l'adresse de la famille du défunt. Ce message fut pour Aïssa, ainsi que pour sa mère, ce qui leur a permis, dit-elle, je la cite, d'avancer, de se battre, de vivre, car en faisant cela, nous lui permettons petit à petit d'accéder au port du paradis. Ainsi, les morts peuvent-ils participer, comme l'a joliment proposé une de mes amies, à ce qu'on pourrait appeler des petites combines du désir. Et c'est très joli comme forme de rationalisation parce que ça n'exclut pas, c'est encore une hypothèse qui s'ajoute. Et c'est quoi ces petites combines de désir? Mais ça, vous savez, c'est très, très... Enfin, vous savez, évidemment que vous savez, que la majorité d'entre vous savent, et ceux qui ne savent pas, connaissent quelqu'un qui sait et qui certainement leur a fait savoir. C'est très difficile de reprendre l'ordre de la vie après avoir perdu quelqu'un, et surtout celui de la joie. Il est difficile de recommencer à rire, de recommencer à vivre. On sent qu'on est coupable, qu'on trahit le mort parce qu'on l'oublie. Mais si c'est le mort qui vous le demande, alors tout est différent, si c'est un ordre qu'on reçoit. Alors, combine du désir ou initiative des morts qui continuent à manifester du souci à l'égard du chagrin de ceux qu'ils ont laissés? Peu importe la réponse qu'on donnera, les 2 hypothèses, de toute manière, ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que les morts font faire des choses aux vivants, d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être, si je suis le chemin ici que j'avais dessiné avec les sages-femmes, d'une manière et d'une autre. Et les vivants font honneur à la manifestation du souci et reçoivent, accueillent même avec perplexité parfois, considération le plus souvent, gratitude, joie, les propositions qui leur sont faites par les morts. Alors le souci, puisqu'on parle des rêves et que c'était trop joli, c'est vraiment des sites extraordinaires d'inventivité de la part des morts et des vivants, le souci n'est pas le seul motif des visites. Et je crois que ça vaut la peine de me dire, enfin, je ne pourrais pas énoncer exhaustivement tout ce que les morts viennent faire dans les rêves, mais il y a quand même 2-3 choses que je tiens à vous signaler parce qu'elles sont assez jolies. J'ai trouvé par exemple dans les témoignages de Christophe Pons, qui a fait une très belle enquête en Islande, qui est un haut lieu, je veux dire, où ça se cultive très très bien, des rêves qui présentent une caractéristique commune à ceux que je viens de raconter. Les rêves mandatent une personne vers une autre. Une des informatrices de Pons, par exemple, lui racontait qu'une femme était un jour venue dans son rêve pour lui parler. Et en fait, la rêveuse dit, je ne connaissais pas cette femme, je ne l'avais jamais vue, ni d'Ève ni d'Adam. Et Vlatipa, qu'elle me dit dans mon rêve qu'elle n'est pas très contente de ce que sa fille était en train de faire en ce moment, et elle demandait à la rêveuse de le lui faire savoir. Perplexité, évidemment, je ne connais pas cette dame, qu'est-ce que ça pourrait être? Et donc, mais comme c'est assez banal en disant, banal, n'exagérons pas, mais enfin bon, c'est assez... Elle a fait une petite enquête, savoir qui est-ce que je pourrais connaître qui vient de perdre sa mère. Et elle découvre, dans cette enquête, qu'une de ses amies d'école a déménagé, habite tout à fait dans un autre coin d'Islande, et qu'elle vient juste de perdre sa mère. Et donc, elle prend son téléphone, et elle téléphone à son amie, qu'est-ce que tu es en train de faire à ta place pour le moment? Comme ça, j'ai vu ta maman qui m'a dit de te dire qu'elle n'est pas très contente de ce que tu fais. L'amie lui avoua qu'elle était en train de vendre une commode dont sa mère ne voulait pas qu'elle se défasse. La fille retourna donc chez l'acquéreur et réussit à le convaincre de lui retourner le meuble, ce qu'il accepta. La mère revint en rêve pour remercier la médiatrice. Le rêve, aussi précis donc fut-il quant à l'objet de la visite, restait très évasif quant à celle qu'il concernait et à qui l'adresse devait être relayée. Et c'est d'ailleurs souvent ainsi que comme dispositif technique, parce que ce sont des dispositifs techniques, les rêves fonctionnent. On pourrait dire qu'ils rusent. Souvent, sous couvert de transmettre des informations, leur véritable projet, c'est de faire bouger, d'envoyer, d'obliger à transmettre, de relier.
C'est ainsi d'ailleurs dont témoignent les rêves qu'a récolté l'anthropologue italienne Alfonsina Bellio. Elle étudie la manière dont les médiations se créent autour des morts en Calabre et comment ceux-ci, grâce à ces médiations, peuvent prendre soin des vivants. Enfin, ce faisant, ils sont dans un contexte de migration où il y a beaucoup de familles qui sont complètement éclatées, où les contacts sont difficiles à maintenir. Eh bien, elle va constater que les défunts participent à la conservation des liens entre les familles qui ont migré. Ainsi, j'en ai rencontré qu'un, une jeune veuve entendit la nuit des pas dans le couloir, ce qui l'effraya considérablement. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de son défunt mari, qui a émigré dans une ville du Nord et qui lui dit « Voilà, j'ai rêvé de ton mari et en fait, dans mon rêve, il m'a demandé de t'appeler pour te dire de ne pas avoir peur. Il paraîtrait que tu as eu peur l'autre nuit, les pas dans le couloir, c'était lui. » De tous les rêves que je vous ai racontés ici, on revoit, il ressort de nouveau un fil commun. Les morts font faire des choses aux vivants. Ils les obligent à nouer des liens ou à les maintenir. Ils leur donnent des responsabilités. Ils leur demandent de reprendre le fil de la vie. Et ils le font avec une puissance assez étonnante. Parler avec les morts. Parler avec les morts, il y a quantité de façons de parler. Parler avec celui qui est parti, ça peut être écrire des lettres. Et ça, je sais que nombre d'entre vous connaissent bien ces lettres. Le comédien Patrick Chesney, par exemple, a écrit pendant très longtemps à son fils toute une série de lettres. Son fils Ferdinand, qui était décédé dans un accident de voiture. Et il dit lui-même, au moment où il publiera cette lettre, « Je les ai écrites afin qu'il puisse continuer à vivre d'une autre manière. » Quantité de personnes écrivent ainsi pendant de longues années des lettres à leurs défunts et certains les publient. Mais les morts, comme je viens de le montrer dans les rêves, font bien plus que faire. Ils font également bouger. Ainsi, ça peut non seulement être écrire, mais ça peut être faire écrire et réactiver des flux de relations. Un de mes correspondants, Jean-Christophe Janin, qui a lui-même perdu son fils Johan il y a quelques années, m'a raconté que des personnes avec qui il entretient une correspondance ont placé sur la tombe de leur jeune fille une boîte aux lettres. Ainsi, me dit-il, reçoivent-ils régulièrement des messages des personnes qui aiment Juliette et parfois même d'inconnus. Ainsi, conclut-il, vit-elle toujours. Et il ajoute que la maman de Juliette dit « C'est dur d'élever un enfant mort ». Et Jean-Christophe Janin commente « Pour rendre cette action plus légère et plus positive, il vaut peut-être mieux penser élever comme instaurer plutôt que comme éduquer. » Les mots de Jean-Christophe Janin sont justes. Je veux dire juste au sens où il touche avec beaucoup de tact l'intelligence de l'expérience qu'il relaye. Car c'est bien ainsi que je comprendrai également ce que font ses parents, élever une enfant, instaurer son existence et la promouvoir et continuer à la faire grandir. Ils prennent soin d'une existence. Ses parents, si inventifs dans la tragédie, et nombreux le sont, et grandissent eux-mêmes, je crois, en essayant de tenir debout, font persévérer Juliette dans l'être, comme le faisait Patricia avec sa propre fille, qui continue de faire grandir sa fille, cette existence nouvelle, qui prolonge celle que Juliette avait commencée, est exigeante. Elle demande des soins, de l'inventivité, de l'attention, grâce auxquels Juliette peut continuer à s'épanouir. Car avec cette boîte aux lettres, Juliette continue à vivre pour d'autres et même à exister pour d'autres qu'elle n'a pas connus dans sa première vie et qui participent activement à soutenir l'existence dont elle bénéficie à présent. Elle reçoit ce supplément de biographie qui lui permet de nouer de nouvelles relations, d'en prolonger d'anciennes, bref, d'une vie d'adolescente, qui lui permettent en somme d'être présente, c'est-à-dire également conjuguée au présent, et de continuer à agir dans d'autres vies. Je rappelle volontiers, juste parce que c'est un moment un peu émouvant, je trouve, cette histoire, je vais remettre un peu d'air dans tout ceci, qu'à propos de circulation de lettres, j'aime encore à rappeler cette histoire que beaucoup d'entre vous connaissent parce que j'en parle souvent et parce qu'elle est pleine d'humour, c'est de la dame de Mansfield. C'était une dame qui habitait dans le village de Mansfield en Angleterre. On est au 19e ici. Avait promis à une amie proche que lorsque celle-ci décéderait, elle mettrait dans son cercueil les lettres que son fils lui avait écrites, le fils étant lui-même mort depuis pas mal de temps. Et puis l'amie meurt et dans le désarroi du chagrin, v'là-t-il pas qu'elle oublie de mettre les lettres. Mais peu de temps après, le facteur de ce même village décède. Et la femme alla donc voir la famille du facteur pour demander la permission de déposer les lettres dans son cercueil. Elle savait qu'elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde que ce qu'il avait été dans celui-ci. Mais cette parenthèse ne doit pas nous faire oublier
ce qui se trame dans ce que font les parents de Juliette, avec la boîte aux lettres. Juliette, je l'ai dit, continue à présent à vivre pour d'autres et même à exister pour d'autres qu'elle n'a pas connus et qui participent activement à soutenir l'existence dont elle bénéficie à présent. Et je crois que c'est une dimension cruciale de ce qui accompagne ces conversations avec les morts, c'est parler avec les morts, que ce soit par les rêves, par les lettres ou par quantité d'autres actions qui permettent aux morts de continuer à mobiliser les vivants. Voici ce qu'écrivait une correspondante d'Annie Dupéret qui lui avait écrit une lettre à la suite de la publication du Voile noir. « J'ai 1000 raisons de vous dire cela. Les morts ne sont morts que si on les enterre. Sinon, ils travaillent pour nous. Ils terminent autrement ce pourquoi ils étaient faits. Nous devons les accompagner et les aider à nous accompagner dans un va-et-vient dynamique, chaud et éblouissant. » En ces quelques mots, l'auteur de la lettre saisit un des thèmes parmi les plus caractéristiques des relations qui, chez nous, se nouent entre ceux qui restent, ici je traduis la jolie expression des Anglais, les left behind, et ceux qui ne partent pas tout à fait. Celui d'un accomplissement auquel le mort lie le vivant, terminé pour ce pourquoi on était fait, évoque bien l'accomplissement. Eh bien, si nous ne prenons pas soin d'eux, les morts meurent tout à fait. Mais si nous sommes responsables de la manière dont ils vont persévérer dans l'existence, ça ne signifie en aucune façon que leur existence soit totalement déterminée par nous. C'est ce qu'écrivait, non sans humour, le romancier Emmanuel Berle dans un très joli roman, enfin dans plutôt un essai. Voilà ce qu'il écrit. « Quand je les oublie, je les frustre du peu de réalité qu'il serait en mon pouvoir de leur conserver. Et il me semble entendre le murmure timide de leurs appels, de leurs reproches, auquel ma dissipation me rend sourd. » Et plus loin, « Bien sûr, je ne crois pas aux fantômes, mais je doute que mon imagination suffise à les inventer. Ne deviens pas fantôme qui vient, ne deviens pas fantôme qui veut. Ceci me semble indéniable. » Cette dernière phrase de Berle me permet d'introduire une autre dimension cruciale des relations de ce que raconte, dans ce qu'on trouve dans ce que racontent les récits. Si je reprends ce que dit Berle, on s'étonnera de la détermination de son énoncé. Je ne crois pas aux fantômes, et en même temps, mon imagination ne peut pas suffire à les inventer. Il dit une chose et en apparence son contraire. Et c'est souvent le cas. Mais ces choses sont bien plus compliquées parce que justement, elles ne sont pas dans la question du ou croire ou ne pas y croire, du ou bien, et c'est souvent le cas. Je voudrais un instant revenir à Berle. Certes, il dit « je ne crois pas aux fantômes », mais mon imagination ne pourrait pas suffire à les inventer. Sa phrase, en fait, n'est contradictoire qu'en apparence. On est face à un énoncé comme l'étaient nées les sages-femmes des morts. C'est pas ou bien, c'est et encore et encore. Une hypothèse, ce serait trop peu. Parce qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas savoir, c'est que l'indétermination, le non-savoir, fait partie de l'expérience elle-même, et peut-être même de sa qualité. C'est une expérience qui demande que l'on soit constamment en mouvement. C'est le signe que la vie, en fait, est en train de s'immiscer dans l'histoire. La vie de qui, on ne sait pas non plus. Et quand la vie s'immisce dans une histoire qui avait été figée, les histoires se multiplient, et c'est un magnifique foutoir qui signale la vitalité de la vie qui reprend. Mais je voudrais attirer votre attention sur la phrase qui clôture cette apparente contradiction de Berle. Une phrase qui dit quelque chose de plus. Il dit, je vous le rappelle, « ne deviens pas fantôme qui veut ». Ce qui veut dire que Berle reconnaît que si les morts veulent avoir une chance d'être entendus ou perçus, il faut qu'il y ait, pour répondre à cet appel, il faut qu'il y ait quelqu'un pour répondre à cet appel. Rappelez-vous la correspondante d'Annie Dupéret. Les morts ne sont morts que si on les enterre. Ce qui signale que les morts ont une existence particulière. Leur existence dépend de la capacité que nous avons de les faire exister. Non pas de les faire exister totalement, ce qui relèverait du seul travail de l'imagination, mais de les faire exister de telle sorte à ce que nous puissions être touchés par eux, mobilisés par eux, à ce que nous puissions sentir leur présence. On nous raconte que le jour de l'anniversaire d'un beau voyage fait autrefois avec son mari, à présent décédé, et sur le même lieu de voyage, coïncidence,
Elle est avec sa fille et décide d'acheter une paire de boucles d'oreilles et puis le regrette immédiatement. Elles étaient vraiment beaucoup trop chères. Sa fille lui dit « Maman, il y a tellement de coïncidences dans ce voyage, le lieu, le temps, etc. Achète-toi un billet de tombola, on ne sait jamais. » Et le billet de tombola, vous en doutez, gagnant et du montant exact du prix du bijou. Comme s'il avait voulu, dit Nanou, lui faire un cadeau. Est-ce que le mort est intervenu ? Ou est-ce qu'on est particulièrement disponible à les entendre quand les lieux et les dates coïncident? Les signes sont-ils fabriqués pour permettre cette disponibilité? Nanou elle-même traduit les possibilités plurielles de cette histoire lorsqu'elle dit « Je suis sensible à certains faits dans lesquels je peux déceler les signes de la présence de mon mari, ou pour être plus exact, les signes de la vitalité de notre histoire aujourd'hui dans ma vie. » André, qui a interrogé la psychologue Laura Périchon, raconte qu'à l'enterrement de son père, un verre a littéralement explosé dans la main d'un de ses oncles. Ils se sont dit « ça, c'est un coup à papa ». Mais 2 ans après, à la mort de sa mère, le phénomène se reproduit de la même manière. Ça, dit-elle, c'est quelque chose qui m'a donné à penser en disant « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Comme s'il mettait un peu de légèreté dans quelque chose qui était lourd et difficile. Le danseur et chorégraphe Luc Peton, dont vous pourrez voir des jolies vidéos sur YouTube, il danse notamment, il fait danser ses danseuses, ou il danse lui-même avec des grues de Mandchourie, avec des oiseaux, etc. C'est vraiment magnifique. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, en fait, il y a quelques années d'ici, on a perdu un ami danseur, Jean-Michel. Il y a un mois après la mort de Jean-Michel, un peu plus d'un mois après la mort de Jean-Michel, on s'est retrouvés avec 5 danseurs pour une représentation à laquelle Jean-Michel n'avait jamais participé. Et en fait, on le connaît tous séparément, sauf Luc Peton et sa femme Marilène, mais tous avaient connu Jean-Michel dans différentes circonstances. Et donc, ils se retrouvent tous amis de Jean-Michel sans être liés entre eux autour de Jean-Michel, et ils vont faire une représentation. Et puis après, ils se retrouvent après la pièce dans les loges, et ils vont échanger leurs impressions du spectacle. Et à un moment donné, ils réalisent qu'ils ont tous senti la présence de Jean-Michel pendant le spectacle. Vous allez me dire, c'est normal, on est 1 mois après la mort. Lara l'a senti danser à côté d'elle. Marilène, l'épouse de Luc, l'a senti respirer à côté. Un autre qui se trouvait à l'autre bout de la scène dit « À un moment, moi, j'ai pensé à lui. » Quant à Luc, au moment d'une sortie qui le conduit dans les coulisses, il a senti sa présence, et il précise sa présence rassurante. Grâce à la chorégraphie, ils peuvent localiser exactement ce moment, et c'était exactement le même moment. Et aucun indice extérieur, dit Luc, n'aurait pu nous faire penser à lui. Alors, comment comprendre cette synchronisation? Rien ne l'explique. Et ce qui est intéressant, c'est que le chorégraphe ne va pas essayer de l'expliquer. Il va en faire un problème technique. Ce qui l'intéresse, ce sont les conditions qui rendent ça possible. Je le cite. Justement, le fait d'être dans le spectacle, dans le souci de son déroulé, on est moins préoccupé par soi. On devient un instrument. On est en train de servir le spectacle. On n'est pas que soi dans ces moments-là, on est traversé. Le temps du spectacle, dit-il encore, c'est le milieu des espaces en creux qui fait qu'on peut être possédé par son rôle, on n'est plus dans un rapport au réel quotidien. Fin de citation. Souvenez-vous, les failles dans ce qui constitue notre individualité, dont parlait James, les fissures de notre conscience quotidienne. Ce que Luc Peton dit, c'est que le spectacle crée une sorte de disponibilité à autre chose que soi, une ouverture à d'autres choses, à d'autres êtres et à d'autres expériences, en somme, parce qu'on est moins soi. Je crois que c'est ainsi qu'opère une autre caractéristique que j'entends dans la plupart des récits. Ils utilisent le « comme si ». Nanou, comme si il avait voulu me faire un cadeau. André, comme si il avait voulu mettre un peu de légèreté. Eh bien, on peut le comprendre de plusieurs manières, ce « comme si », mais il y en a une qui me paraît vraiment intéressante. Le « comme si », c'est un opérateur de doute qui marque qu'on ne sait pas, qu'on hésite et que 2 versions sont possibles. Mais surtout, c'est un opérateur d'ouverture. C'est un opérateur de faille dans un bloc de la réalité. Le « comme si » fait fissure. Quand c'est comme si, si c'est comme cela, ça peut être autre chose. Ce que fait le « comme si », c'est maintenir ensemble, vivantes, les 2 versions possibles et les garder en contact, les garder ensemble. Le « comme si » permet de ne pas obliger à choisir. Et c'est la grande intelligence de tous les récits que j'ai récoltés. Ce sont des récits qui restent vivants, qui sont soigneusement protégés dans leur vitalité d'une part, et d'autre part, ce sont des récits qui veillent à ne jamais obliger à choisir entre 2 versions, celle qui dirait que c'est une affaire d'imagination,
et celle qui dirait que le mort est réellement là, sans aucun doute. Non, le doute accompagne l'expérience, et ce doute permet de préserver la présence du mort tel qu'on en a fait l'expérience, c'est-à-dire dans le doute. Un verre éclate, un billet de tombola devient un don, un disparu se fait sentir au même moment de la chorégraphie, sans concertation des danseurs, ce sont des signes. Un signe fait signe. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on fait comme si, on répond. On l'accueille comme une intention. Et c'est ce que le signe demande. C'est le fond de malentendu sur lequel il fonctionne. La réponse donne sens au signe, c'est pragmatique, devient signe, ce à quoi on répond. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, le récit commence là. Le comme si serait alors un opérateur d'ouverture entre les possibles. Il n'est pas du tout un retrait interprétatif, hein, on va croire que je suis fou, donc on va dire comme si, pour pas que les gens croient que je crois, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est pas une mesure de prudence, c'est un artifice sémantique qui permet d'activer deux versions, de les maintenir ensemble, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas. Les comme si font tenir et communiquer toutes ces possibilités. Ce qui veut dire que s'il assume de faire communiquer, qu'il prend acte des écarts et les connecte par petites approximations. C'est également ça que fait le comme si. Il approxime pas à pas. Alors, je pourrais vous raconter bien d'autres récits. Je voudrais terminer par un tout dernier qui m'a particulièrement touchée. Il parle encore d'autres choses que j'ai peu abordées dans cette conférence, mais qui m'importent. J'ai dit à un moment dans cette conférence une phrase qui a peut-être été inaperçue. Et je voudrais y revenir parce qu'elle m'importe. J'ai évoqué à propos des parents de Juliette et de la boîte aux lettres que j'ai remarqué que des parents qui ont perdu un enfant, parfois et même souvent, grandissent. Ils grandissent parce qu'ils ont dû être à la hauteur d'un événement qui nous dépasse. Ils grandissent parfois en essayant simplement de tenir debout. Et ils tiennent debout, je crois, parce qu'ils répondent aux désirs de leur enfant pour que la vie continue. Que la vie continue avec lui ou elle, d'une autre manière, mais que la vie continue quand même. Avec Johan, le fils de Jean-Christophe, qui s'est découragé de vivre, avec Juliette, qui aimait tant la vie sociale, avec Amélie, qui avait encore tant de choses à faire, avec Charlotte, qui s'est battue comme une louve parce qu'elle aimait profondément la vie. Ses parents grandissent et tiennent debout, parce que c'est ce qui fera tenir encore ses enfants debout. Parce qu'il faut honorer la vie qu'ils ont eue et n'ont pas eu le temps d'accomplir totalement, et que cet accomplissement est à présent de leur responsabilité à eux, parents. Voici donc ce dernier récit. Je voudrais d'abord situer le cadre dans lequel j'ai rencontré les personnes dont je vais vous parler. Il y a depuis quelques années un programme qui a été initié par un artiste, François Hertz, à la Fondation de France, enfin qui a été hébergé à la Fondation de France, et qui s'appelle Les Nouveaux Commanditaires. Et ce programme, pour le dire vite, est un protocole qui permet à des personnes, à des citoyens, de s'associer pour commander une œuvre d'art parce qu'elles vivent quelque chose à laquelle il leur semble que l'art seul peut répondre. Le programme les aide à trouver l'artiste et à faire réaliser l'œuvre. Et il existe en Belgique. Dans le cadre de ces programmes, les gens d'une petite ville à Diest, exactement au nord de la Belgique, se sont associés autour d'un parent d'une jeune fille de 18 ans, Annick, qui a été assassinée et dont on a retrouvé le cœur dans le canal en mai 2007. J'ai rencontré les parents et suis allée avec eux voir leur œuvre réalisée par l'artiste italien Mario Hero. Un jardin perpétuellement fleuri, au centre duquel coule une très jolie et sinueuse fontaine. Cette fontaine n'est pas là par hasard, car, dit le père, l'eau était devenue, avec la mort de sa fille, avec le fait qu'on l'avait retrouvée dans le canal, chose maléfique, il fallait rompre ce sortilège. La fontaine qui traverse le jardin traduit, ou plus justement opère, ce que Michel Tournier avait si joliment nommé une inversion bénigne. Je le cite dans Le Roi des Aulnes, l'inversion bénigne, elle consiste à rétablir le sens des valeurs que l'inversion maligne a précédemment retourné. L'inversion maligne, quant à elle, c'est cette inversion qui conduit au culte de la souffrance et de la mort et qui s'accompagne logiquement de la haine implacable de la vie. Et le choix d'une œuvre d'art de la part des parents plutôt que des événements ponctuels ou une marche du souvenir était pour eux une façon de ne pas faire quelque chose seulement pour Annick et pour sa mémoire, mais pour toute sa génération. Quelque chose qui dure, qui évoque sa présence, mais qui soit également pour d'autres. Et disent ses parents, ce jardin fait ce qu'Annick aimait faire. Elle qui aimait les gens, les réunir et les rassembler. Ce jardin prolonge ainsi ce qu'elle était et ce qu'elle faisait. Il accomplit ce qu'elle souhaitait voir exister dans ce monde. Mais c'est pas tout.
Le père me raconte. Au premier anniversaire, j'essayais de faire quelque chose qui la garderait en vie. En 2008, j'ai eu l'opportunité d'aller au Kenya comme volontaire. L'entreprise dans laquelle il travaille envoyait des volontaires dans les employés pour faire du bénévolat au Kenya. Mais je ne voulais pas y aller, car c'était la Toussaint et je voulais être à la maison. Mais ma femme m'a dit, tu dois y aller. Tu te souviens qu'Annick avait un projet. Elle n'en avait pas beaucoup, mais celui-ci était bien prévu. Après ses études, elle voulait aller au moins 1 an dans le sud de l'Europe ou l'Afrique ou l'Amérique, peu importe. Elle voulait y aller et aider les gens, les enfants, les handicapés. Et maintenant, elle ne peut pas le faire, c'est la femme qui parle toujours. Tu devrais y aller et voir ce qu'il se passe en Afrique. Et c'est ainsi, dit le papa, que nous avons commencé à creuser des puits au Kenya pour l'eau, pour la vie. Nous avions besoin d'argent, donc nous avons organisé des marches commémoratives pour lever des fonds, trouver des sponsors pour les projets Annick for Kenya. Depuis lors, à chaque anniversaire de sa fille, le père fait quelque chose, je le cite, qui la maintient en vie. L'eau, dit encore le père, est à nouveau la vie, une vie concrète pour des centaines de personnes. Aujourd'hui, 16 puits ont été creusés et la fontaine continue de couler dans un petit jardin de Diest perpétuellement fleuri. Mais ce n'est pas encore tout. 6 mois avant son décès, Annick s'était inscrite dans une école de design vestimentaire. Elle voulait faire des vêtements pour tous et particulièrement des beaux vêtements pour les personnes handicapées. C'était, dit le père, les 6 mois les plus heureux de sa vie. Elle faisait enfin ce qu'elle aimait. Aussi, le père a-t-il en quelque sorte prolongé son rêve en créant au Kenya une école pour couturières et en récoltant des fonds, toujours au nom de sa fille, pour acheter des machines à coudre. Annick continue donc son rêve par personne interposée. Ainsi, elle continue à agir dans le monde par ces jeunes femmes kenyanes devenant couturières, par l'eau qui jaillit des puits, transformant des conditions de mort en conditions de vie, transformant le signe négatif de l'eau en signe d'espoir et de vitalité. Quant au parc, ce petit jardin de Diest qui constitue l'œuvre, il est un espace de rencontre, de beauté, de souvenirs avec des fleurs toute l'année et la fontaine qui rend à l'eau ce qu'elle avait failli perdre. Je pourrais encore vous dire qu'ils m'ont raconté qu'une amie d'Annick a perdu sa petite sœur et que sa famille a gardé une photo d'Annick en disant qu'à présent, Annick prend soin de la petite disparue. Je pourrais vous en raconter quantité d'autres choses. Et vous-même pourriez sans doute m'en raconter encore plus. Je m'arrête ici parce que je sais que des histoires continuent d'être inventées et de circuler. Et c'est ça qui compte. Car ces histoires enrichissent le monde. Elles font de chauds manteaux de mots dans lesquels morts et vivants pourront s'abriter. Je terminerai encore par quelques mots de plus toutefois. Des mots tissus, des mots manteaux, des mots écharpes pour ceux qui, parmi vous, ont voyagé par gros temps. Ce sont des mots que j'emprunte au roman La porte des enfers de Laurent Godet, et ce sont mes derniers mots, en fait les siens. Vous n'avez jamais l'impression que ces êtres-là vivent en vous? Vraiment? Qu'ils ont déposé en vous quelque chose qui ne disparaîtra que lorsque vous mourrez vous-même? Des gestes, une façon de parler ou de penser, une fidélité à certaines choses, à certains lieux. Croyez-moi, les morts vivent, ils nous font faire des choses, ils influent sur nos décisions, ils nous forcent, ils nous façonnent. Merci. Alors, on va essayer de rattraper un petit peu du retard, donc on va consacrer 10 minutes plutôt que 15 aux questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Si on n'a pas, c'est encore mieux, parce qu'alors on rattrape encore plus de retard. C'est toujours difficile, hein, la première. Oui. Allez, une question. Ah, tu vas. Ça va, c'est OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors j'espère, moi je ne viens pas pour témoigner, donc ça ne va pas prendre de temps. C'est juste une question par rapport au déni. Je sais que dans les milieux un peu psychologiques ou psychiatriques, on va dire il ne faut pas que la personne vive un déni. Et donc, je voulais savoir si on vous avait... Enfin, voilà. Comment rebondir là-dessus? Merci. Alors, il y a 2 choses. Alors, je vais essayer d'aller vite, et ce sera beaucoup trop vite. On travaille avec un institut de production de savoir qui s'appelle Ding Dang Dong, qui est constitué autour d'essayer de penser la maladie d'Huntington, avec les personnes concernées, non concernées, des philosophes, des artistes, etc. Et je
travaille là-bas, d'abord parce que c'est passionnant et en plus parce que je m'amuse vraiment beaucoup avec eux. Et c'est une question qu'on pose puisque dans certaines maladies aussi, la question du déni va intervenir. Et en fait, on en arrive, mais ça c'est Catherine Soljou qui fait partie de ce collectif, qui travaillerait ça bien mieux que moi, c'est de dire le déni c'est avant tout une prise de pouvoir dans la relation, puisqu'on prétend savoir quelque chose que l'autre prétendrait ne pas savoir. Ça c'est la première réponse. Je pars maintenant du côté des morts et je vais vous dire, je prends la réponse de Jean Alouche qui a écrit un très beau livre, bon, c'est quand même un paquet, mais c'est un psychanalyste lacanien qui a vraiment pris position très ferme contre la violence qu'exercent ses collègues, les psychanalystes à l'égard des gens en prétendant leur imposer en disant finalement on dit que les gens sortent de la réalité, mais c'est quoi la réalité et comment pouvons-nous prétendre pouvoir la définir? C'est quoi ce geste qui prétend définir, savoir mieux que les gens ce que serait la réalité, alors que il va citer deux, trois choses qui vont montrer que cette question de savoir ce que la réalité non seulement est une violence, mais d'une arrogance incroyable. Alors ce qu'on appelle réalité, il va falloir quand même se dire et c'est Alouche qui le dit, qu'on est quand même une culture très minoritaire sur la conception de la vie après la mort. Quand même un peu embêtant de penser, on est tellement minoritaire, pas au sens deleuzien, on est minoritaire au sens du nombre, qu'on est tellement, d'autant plus persuadé qu'on a raison et que les autres sont des superstitieux, qu'on est si peu nombreux. Non seulement si peu nombreux, mais que c'est un phénomène très récent. Alors Alouche va dire, il faut quand même savoir que cette nouvelle conception de la mort comme étant une non-existence, un néant après le moment de mourir, c'est une conception qui est quand même fortement marquée par le 19e siècle. Alors il en fait un très bel historique, je ne vais pas vous le faire ici. Donc le livre c'est Érotique du deuil au temps de la mort sèche. Et il dit, c'est avec Auguste Comte et la mort romantique, c'est-à-dire il faut intérioriser le mort et il n'a plus d'existence extérieure, donc il devient une existence purement symbolique. Donc le culte du souvenir, c'est ça, c'est 1850 Auguste Comte et le positivisme. Donc il ne faut pas oublier, mort romantique et positivisme font très très bon ménage. Ça veut dire le mort symbole, le culte d'une mémoire, etc. Et puis, dit-il, avec les psychanalystes et avec les luttes anticléricales de la fin du 19e, c'est-à-dire l'exclusion de toutes les formes de religiosité et même pratiques et concrètes hors des institutions de soins. Et il dit, tout ça, ce sont des choses qui ont favorisé une conception de la mort comme néant qu'aujourd'hui les psys prétendraient vouloir, avec une violence indicible, imposer à leurs patients. Voilà donc ce que je pense du déni, mais c'est Alouche qui m'aide, et ding dang dong, voilà. Avant de passer à la question suivante, je vais vous demander si vous voulez quitter la salle, de quitter par le haut. Il y a des pièces, une porte là-bas. Et vous avez accès parce que si vous passez devant, vous êtes filmé en fait. Donc ce serait dommage pour les vidéos après. Et puis pour l'orateur, ça fait un drôle de sentiment. On se dit, est-ce qu'ils sont fâchés? Est-ce qu'ils s'ennuient? Je ne pense pas. Oui, il y a une question, je pense là-bas. Moi je vois, mais je ne sais pas si... Moi, j'ai une question, disons, pratique. Quand on se met en relation avec un membre de sa famille ou quelqu'un d'autre qui est décédé, est-ce qu'on ne l'empêche pas de continuer son chemin? Est-ce qu'on ne le bloque pas dans son évolution? Moi, je ne suis pas une spécialiste. Moi, si je devais donner une définition de ce que je fais, moi, j'ai fait l'éthologie des morts, pourrait-on dire. C'est-à-dire étudier leur comportement au travers des récits des vivants. Et donc la question de savoir s'il y a des effets sur eux de la manière dont on les traite, moi je ne peux pas répondre à cette question. Moi tout ce que je peux voir c'est les effets qu'ils ont sur les vivants quand les vivants décident de les accueillir. Mais je sais que par exemple du côté en effet des conceptions des spirites, puisque j'ai été quand même faire un terrain dans le groupe des médiums spirites ici à Liège, qui est vraiment un groupe passionnant. J'ai appris plein de choses avec eux, et des choses notamment très proches des conceptions cliniques, à quel point j'ai vu une similitude d'intuition avec les conceptions cliniques, par exemple, qui utilisent l'hypnose pour remettre les gens en conversation. Il y a des choses absolument extraordinaires d'ouverture, d'imagination qui m'ont vraiment subjuguée. Ce que je peux dire, c'est que, par exemple, chez les spirites, on considère que dans certaines circonstances... En fait, les spirites vont considérer que vous ne pouvez pas entraver leur devenir. Donc ça veut dire que par exemple trop de chagrin entraverait un devenir. Mais le fait de continuer à avoir des relations, pour eux en tout cas,
c'est pas problématique, ça dépend quel type de relation. Eh ben, c'est comme pour tout, ça dépend quel type de relation vous avez. Il y a des relations qui entravent, et alors la question de savoir, c'est est-ce que ça entrave la vie du mort ou est-ce que ça entrave la vie du vivant, ben, les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Moi, quand j'étais chez les spirites, je regardais ce que ça faisait aux vivants parce que c'était la fenêtre à laquelle j'avais accès. Voilà. Mais je peux comprendre que les spirites me disent oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le devenir des morts. Tout ce que j'ai pu constater de toutes les séances spirites auxquelles j'ai assisté, c'est qu'ils font attention à ça, la manière. Voilà. Comment est-ce que les relations s'établissent. Et je ne connais pas de culture qui ne mette pas un minimum de séparation entre les morts et les vivants. Ce qui ne veut pas dire une rupture totale, ça veut dire simplement une surveillance des allées et venues, je dirais, ou une surveillance du pouvoir que les uns peuvent exercer sur les autres. Toby Nathan disait par exemple que qu'est-ce que c'est qu'un notaire, si ce n'est quelqu'un qui va veiller à ce que les volontés du mort restent parmi les vivants, mais à contrôler aussi les excès de pouvoir que les morts pourraient prendre. Par exemple, si un futur mort met dans son testament « Je veux que mon fils hérite seulement s'il fait 5 enfants avec madame une telle », c'est interdit par la loi. Un mort n'a pas le droit de continuer à tyranniser les vivants. Enfin, il peut le faire quand même, hein. Il y a plein d'autres moyens. Mais en tout cas, le notaire, dans son secteur à lui, va veiller à ce que là, ça ne se passe pas. On va vous apporter un micro. Une dernière question peut-être ? Je suis la gardienne du temps, alors une réponse très brève, s'il vous plaît. Comment conciliez-vous le fait de continuer à avoir des relations avec les morts avec le concept de la réincarnation ? Alors, non, pas joker, je ne suis pas conciliante. Je ne suis pas une théoricienne de ces questions. Moi, je vais dire, j'ai vraiment pris le terrain le plus empirique et j'ai écouté des récits. Et ce sont des questions qui n'ont pas été abordées par les personnes parce que je crois qu'elles ne théorisent pas ces questions-là. Elles vont essayer simplement de mener correctement leur enquête, le mieux qu'elles peuvent l'enquête qu'elles font sur ce que les morts peuvent avoir comme type de présent. Moi, j'appelle ça des enquêtes, hein, parce que les gens vraiment enquêtent. Et je crois que les thérapeutes sont d'accord avec moi. Je pense, par exemple, à Magali Molinier. Les gens, ce qu'ils font, ce sont des enquêtes. Qu'est-ce que le mort attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il est? Vraiment, ce sont des enquêteurs. Et je pense que souvent, on se retrouve chez les thérapeutes parce que l'enquête est entravée, parce qu'elle n'a pas pu être menée, parce que la mort s'est faite dans de telles circonstances que l'enquête est bloquée. Ou pour des enfants, parce qu'il n'y a personne qui les aide dans cette enquête. Quand ils commencent à poser des questions, c'était qui ma maman? Et donc, en fait, ce genre de trucs-là, les théories sur la réincarnation, etc., je vous dis honnêtement qu'il y a des gens qui sont certainement ici même, beaucoup plus compétents que moi pour vous répondre. Et là, je vais avouer, je ne peux pas, ce serait de l'imposture que de vous répondre de ma part.